Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de SpaceX Channel FR. Si depuis les débuts de la chaîne, nous avons été explorer le passé, le présent et les projets futurs de sociétés spatiales réelles, nous allons aujourd'hui nous aventurer dans le domaine de la science-fiction pour y découvrir peut-être les modes de déplacement du futur de l'humanité dans l'espace. La science-fiction a de tout temps alimenté notre imaginaire et ce faisant, donné des idées à de doudins qui ont tenté de réaliser des rêves fous tirés de cette littérature. Si les premiers écrits qui peuvent s'apparenter à de la science-fiction remontent à l'Antiquité, c'est le 19e siècle qui verra ce type de littérature se développer et devenir populaire. On pense notamment au Frankenstein de Mary Shelley, aux écrits de Jules Verne ou d'H.G. Wells et bien d'autres. Les découvertes scientifiques de l'époque sont enthousiasmantes et donnent lieu à toutes les suppositions, des plus réalistes aux plus farfelues. La Seconde Guerre mondiale va également créer une rupture technologique dans deux domaines bien précis qui seront parmi les plus forts piliers de la science-fiction moderne. C'est en effet pendant ce conflit que les bases de ces deux domaines ont connu un essor sans pareil. En premier lieu, l'informatique avec les travaux d'Alan Turing qui va créer Christopher, un ordinateur chargé de décrypter la machine à coder nazie Enigma. Et en second lieu, le voyage spatial avec le développement du missile V2 qui atteindra les frontières de l'atmosphère dans sa version A4 avec un vol culminant à 90 km d'altitude. La science-fiction post-Seconde Guerre mondiale est immensément riche. Elle repose sur des technologies, des systèmes et des infrastructures qui n'existaient pas mais qui pour certaines sont devenues réalité. D'autres sont en passe de le devenir, pour le meilleur et pour le pire. Entre les tablettes connectées en Wi-Fi, les smartphones, les montres connectées, les caméras miniatures, les voitures électriques ou avions supersoniques, voire Internet, ce sont des dizaines d'inventions qui trouvent leur origine dans les œuvres d'Asimov, Silverberg, Arthur C. Clarke et bien d'autres. Pourtant, dans le domaine spatial, même si les techniques actuelles ont bien évolué depuis le V2, on utilise toujours les mêmes principes de propulsion chimique pour s'échapper à la gravité terrestre. Mais bon, ça n'empêche pas les auteurs de science-fiction de réfléchir à d'autres moyens de voyager dans l'espace, plus ou moins vraisemblables. Dans la ligne droite de réalisation relativement plausible, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Space 1999, connu en France sous le nom de Cosmos 1999, voit le jour en 1975. On a tous en tête l'Aigle, ce fameux vaisseau tellement bien conçu qu'il semble tout à fait réel. Et c'est bien de lui dont nous allons parler maintenant. Est-il possible que son design soit finalement le meilleur pour un usage dans une future base lunaire permanente et que le Starship de SpaceX, tout en verticalité, ne serait qu'une étape intermédiaire vers un vaisseau plus pratique et plus performant pour l'établissement de l'homme sur notre satellite ? En effet, dans sa version lunaire, le Starship n'est pas aussi optimisé que possible. Il est conçu pour être envoyé d'une seule pièce vers la Lune, mais devra commencer par composer avec les conditions terrestres pendant sa construction et son lancement. Même s'il sera utilisé plusieurs fois, il n'est pas le vaisseau idéal pour un usage intensif à long terme, car il est bourré de compromis. L'Aigle de Cosmos 1999, avec sa configuration à l'horizontale plus stable et plus pratique que le Starship, pourrait être un bien meilleur vaisseau pour un usage purement lunaire. Tout d'abord, le vaisseau de la base Alpha est modulaire. Il est composé de multiples éléments qu'on peut ajouter ou retirer à volonté d'une structure de base. Le châssis porteur est fait de tubes métalliques faciles à produire et à assembler en orbite terrestre, voire même directement sur le sol lunaire. Les blocs structurels avant et arrière comportent chacun deux modules avec des pieds et deux moteurs fusées ascensionnels. Chaque module latéral a également un système de contrôle à réaction pour s'orienter dans un espace sans atmosphère, comme c'est le cas sur la Lune. Il comporte également des réservoirs de carburant. 4 gros moteurs ornent la poupe du vaisseau tandis que le cockpit ovoïde vient se placer à la proue. Sa forme peut d'ailleurs se comprendre non pas pour des raisons aérodynamiques mais pour détourner d'éventuels objets et en minimiser les collisions. Des modules divers et variés peuvent prendre place au centre de l'engin. Des versions laboratoires ou de transport de marchandises voire de passagers sont prévues. On n'a pas de certitude quant aux dimensions et poids de l'engin. Mais d'après les déductions faites à partir de plans filmés pour la série, l'Aigle pèserait 328 tonnes pour 31 mètres de long dans sa version transporteur que j'ai ici en main. Voyons maintenant comment le propulser.
Pour les moteurs de sustentation placés sous le vaisseau, les informations données par les créateurs de la série parlent de protoxyde d'azote et d'un dérivé d'hydrazine. Et là, on est pile poil dans la réalité. De tels moteurs sont bien utilisés en raison de leur simplicité et de leur faculté à être rallumés plusieurs centaines de fois. Mais sont-ils assez puissants pour soulever l'engin ? La capacité d'un moteur fusée à soulever une masse dépend de sa poussée, mais aussi de la gravité appliquée à l'objet qu'on soulève. Petite précision, il ne faut pas confondre masse et poids, comme on le fait souvent dans la vie de tous les jours. Une masse s'exprime en grammes, kilogrammes, tonnes ou autres livres, mais surtout est identique et invariable dans tout l'univers. Le poids est par contre la force exercée par la masse sous une gravité donnée. Elle est exprimée en newtons, du nom de l'inventeur de la loi sur la gravitation. Donc sur Terre, nous ne pesons pas 80 kg par exemple, mais cette masse multipliée par 9,81 qui est la gravité terrestre moyenne, soit 784,6 newtons. Or, si nous étions sur la Lune, nous serions soumis à une gravité 6 fois moindre que sur Terre. Nos 80 kg deviennent alors 130,8 newtons. Pour l'Aigle, ce sont donc 328 000 kg qu'on multiplie par 9,81 divisé par 6 pour obtenir 536 280 newtons qu'il faut pouvoir soulever sur la Lune. Comme les modules de transport sont également munis de moteurs, on a donc 8 unités de propulsion pour soulever l'engin. Chacun devra donc avoir une poussée supérieure à 67 035 newtons. Voyons maintenant s'il existe un tel moteur en vrai. Le moteur de descente du module lunaire du programme Apollo délivre 47 300 newtons de poussée. C'est un peu juste, mais si on regarde vers le module de commande Apollo et son moteur SPS, ce sont 91 200 newtons qu'on obtient pour un tel moteur. Donc on en a assez pour l'Aigle, et pour ce qui est de l'arracher au sol lunaire, tout va bien, c'est faisable. Maintenant, il faut lui donner une capacité à voyager. En imaginant qu'il puisse se rendre en orbite terrestre en cas de besoin, voyons de quelle puissance il devrait disposer. Si on veut une dynamique de vol similaire à celle du train lunaire Apollo, qui avait une masse de 47 tonnes, soit sensiblement la moitié de sa puissance en tonnes équivalent poussée, on va devoir trouver pas loin de 700 tonnes équivalent poussée pour notre Aigle. Avec 4 moteurs, ce sont donc 175 tonnes par moteur qu'il faut trouver. Voyons s'il existe un moteur qui peut nous offrir cela. Dans la série, il s'agissait d'hypothétiques moteurs fonctionnant à la fusion nucléaire qui permettraient à l'Aigle de voyager à des vitesses proches de 15% de la vitesse de la lumière. C'est bien peu réaliste. Bien entendu, je laisse de côté cette partie des caractéristiques de l'engin pour en rester à la partie plausible. Pour être utilisables, les moteurs principaux doivent être réallumables de nombreuses fois. L'idéal serait d'utiliser les mêmes ergols que pour les autres moteurs et profiter ainsi des mêmes réservoirs. On pourrait ainsi standardiser le système. Mais ces moteurs sont-ils assez puissants ? Et il semblerait bien que oui, car les RD-276 de la fusée Proton pourraient bien faire l'affaire, puisqu'ils sont proches de 175 tonnes de poussée et utilisent ces mêmes ergols. Leur architecture est certes plus évoluée, mais il est possible d'installer des réservoirs supplémentaires sur l'Aigle au-dessus de la superstructure afin de les alimenter pour un voyage plus long que les sauts de puce entre l'orbite lunaire et le sol. D'ailleurs, je pense que vous vous êtes posé la question depuis le début. Pourquoi faire ce type de transport entre la base et une station lunaire avec un vaisseau de ce type plutôt qu'un Starship ? Pourquoi avoir recours à un engin tel que l'Aigle, bien plus complexe et plus spécialisé ? En fait, l'Aigle pourrait bien devenir l'hélicoptère de la Lune. Sans atmosphère, il est possible de se mettre en orbite très basse autour de la Lune, voire en rasant le sol. Attention toutefois au relief. Avec un tel engin, il serait alors possible de se déplacer partout sur la surface de la Lune rapidement et sans trop dépenser d'énergie, tout en s'affranchissant des reliefs. Il sera alors bien plus pratique dans ce milieu hostile qu'un véhicule terrestre. Un petit peu comme les hélicoptères en Antarctique. S'en servir comme laboratoire, comme transporteur ou comme base vie serait une bonne idée le temps que des infrastructures fixes se mettent en place. Donc au final, on voit bien que la science-fiction n'est pas aussi saugrenue qu'on pourrait le penser d'un prime abord. Mais alors, est-ce à dire que les inventions les plus fantaisistes sont réalisables ? Non, bien entendu. Mais certaines pourraient bien un jour se réaliser, et je vous propose d'en explorer une qui intéresse fortement la NASA. C'est une série bien plus connue et qui a perduré jusqu'à nos jours, qui va donner du grain à moudre aux scientifiques de l'agence américaine. Star Trek. On ne parle pas ici de téléportation ou de Vulcain, quoique. On va ici parler de la fameuse distorsion. Ce terme est d'ailleurs plutôt vague dans la série. On sait qu'un énorme réacteur fonctionnant avec le carburant le plus énergétique de l'univers,
l'antimatière, déforme l'espace-temps pour permettre au vaisseau de se déplacer plus vite que la lumière. Et puis c'est tout, on n'en sait pas plus. C'est en 1994 que Miguel Alcubierre découvre dans les équations d'Einstein une solution permettant de déformer l'espace-temps de façon à voyager sans même bouger. Mais comment est-ce possible ? Regardez, imaginez que l'univers est cet élastique. On pourrait comprimer l'espace devant le vaisseau et le détendre à l'arrière. Pour l'observateur installé sur l'élastique, il s'est bien déplacé, mais sans bouger. Par contre, si le vaisseau ne bouge pas, le retour à l'état normal de l'espace qui l'environne ramènera le vaisseau à son point de départ. Il y a pourtant une solution. Si on comprime l'espace-temps et qu'on s'y déplace à une vitesse normale, on se meut en fait bien plus rapidement que dans un espace à densité normale. Donc si nous voyageons dans un espace très comprimé à une vitesse équivalente à celle qu'on peut atteindre aujourd'hui, pour peu qu'on comprime suffisamment l'espace devant le vaisseau et qu'on le détende d'autant derrière, on peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière mais sans réellement la dépasser. Pourtant, il y a un petit hic à cette théorie. Pour qu'une telle solution existe dans les équations d'Einstein, il faut disposer de matière à masse négative. Or, celle-ci existe dans la théorie, mais aucune mesure expérimentale n'en a découvert à ce jour. Cela n'a pourtant pas arrêté Harold White de la NASA qui a repris les travaux d'Alcubierre pour les perfectionner. Ainsi, il a défini l'architecture d'un vaisseau qui est précisément celle de celui que j'ai utilisé pour l'illustration de l'élastique, l'IXS Enterprise. Dû à Mark Rademacher, ce design reprend les travaux de White, qui a défini que l'utilisation d'anneaux pour la propulsion par distorsion serait bien plus efficace que les vagues, comme prévu par Alcubierre. On peut ici faire le parallèle avec les vaisseaux vulcains de Star Trek et leurs vastes anneaux. Je vous avais dit qu'on reviendrait peut-être sur ces aliens aux oreilles pointues. Toujours à l'étude, la propulsion d'Alcubierre va demander encore énormément de travail, si elle est seulement réalisable. Harold White a annoncé en décembre 2021 qu'il a conçu une bulle de déformation de l'espace-temps de la taille d'un micron, inscrite dans un cylindre de 4 microns de diamètre. Ces recherches sont très sérieuses et financées par la NASA et la DARPA. Elles ne préjugent pourtant pas de la finalité de ces recherches. Il sera intéressant de suivre tout cela dans l'avenir sans pour autant tirer des plans sur la comète. En conclusion, je pourrais dire que si la science-fiction nous fait frissonner et nous divertit, elle peut aussi nous apprendre que parfois il suffit d'être assez fou pour croire que des progrès extraordinaires sont possibles. Si le monde n'avait été fait que de ricaneurs et de pragmatiques cyniques, nous serions encore à ramasser des graines et des baies tout en cassant des cailloux pour chasser le roc. Heureusement qu'il y a des rêveurs et des personnes pour tenter de donner corps à ces rêves. Demain, avant de vous dire qu'une chose est impossible ou ridicule, prenez le temps d'y réfléchir du point de vue du rêveur, du point de vue du pragmatique, et vous pourriez être surpris du bien fondé de certaines affirmations pourtant très décalées de l'opinion générale. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Salut!